Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Cinéfocus. 19h-20h, une immersion dans le monde du cinéma. Thierry, Yves et Emmanuel, nos spécialistes cinéma, vous invitent à une heure de découverte d'un artiste, d'une filmographie. Une invitation dans leur monde fait d'infos, d'actualités, d'anecdotes, de scoops cinématographiques. Alors, installez-vous confortablement, la séance va commencer. L'action se déroule. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue à nouveau en direct sur Radio Fréquence Méditerranée dans cette émission mensuelle et que vous avez maintenant l'habitude de retrouver. Là, il y a eu un petit moment où ça a été très rapproché puisque je crois qu'on s'est quitté il y a 2 semaines. C'est ça. Et là, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle émission, un spécial fantastique. Tu vas nous donner le sommaire dans quelques instants, mais je suis très content de retrouver les gens de mon équipe. Salut Thierry. Salut, bonsoir. Voilà. Salut Thierry. Et salut Yves. Salut. Je rappelle, historien du cinéma. Tout à fait. Et on rappelle Thierry. Et mon voisin aussi. Et on est voisins. Ce soir, on est en amoureux. Hein. Et on va rappeler Thierry, passionné de cinéma. Ah bah oui. Voilà. Et voilà. Donc en tout cas, merci de nous suivre, merci de nous rejoindre. On va partager cette émission comme d'habitude. Sur cette émission, vous avez l'habitude de pas me voir à l'écran, effectivement, parce que je lance l'émission, je rentre en technique et je laisse gérer, puisque ce soir, on vous l'a dit, on parle que de fantastique et de science-fiction. Et le sommaire, mon cher Yves. Alors c'est parti. Donc on a décidé de vous parler de 4 films, 4 réalisateurs. Donc tout d'abord Alien avec Ridley Scott, bien entendu. Ensuite Starman de John Carpenter. Ensuite on vous parlera de La Ligne verte de Frank Darabont et on terminera par Premier contact de Denis Villeneuve. Voilà. Et on va vous parler que du gratin, voilà, cinéma fantastique, cinéma de science-fiction, voilà, et c'est un thème qui est exceptionnel. Thierry, on peut y aller. Eh bien, on est parti pour une petite heure d'émission tous ensemble. On est ensemble jusqu'à 20h. On t'écoute, mon Thierry. J'attendais le jingle. Non. J'entendais une musique qui arrivait derrière. Je dis c'est bon. Bah, vous connaissez tous cette musique quand même. Vous connaissez bien sûr. Ah ouais, alors. C'était le film du dimanche. Est-ce que tu connais le titre? C'est In the Stone, ça. Bien sûr, Earth, Wind and Fire, magnifique groupe dont on peut rendre hommage parce que je crois qu'il y a un des trompettistes qui est décédé, qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Alors vous savez pourquoi je mets ça en générique? Vous savez très bien pourquoi. Parce que c'était le générique du dimanche soir. Bravo, mon cher Thierry. Il y a quelques années, c'était très bien. Il y en a moins qui suivent. Dès qu'on entendait ça, moi je veux dire, quel que soit l'endroit où j'étais dans la chambre, dans l'appartement, je courais tout de suite pour aller devant le canapé. On savait que le film. Et des fois je repartais aussitôt parce qu'il y avait des dopes qui passaient, mais c'est pas grave. Bon les gars, moi j'étais pas né, mais bon, je suis d'accord avec vous. Mais si que t'étais né. Mais je rigole. On va en profiter quand même pour dire tout de suite un petit bonjour à nos deux invités qui sont malheureusement pas là aujourd'hui. Emmanuel, voilà. Qui passe toujours dans la bande-annonce et qui est en ce moment en train de déployer des montagnes d'énergie pour trouver la production pour son film et l'argent nécessaire pour le faire. Et on lui souhaite de tout notre cœur qu'il y arrive. Et d'ailleurs, on fera une émission spéciale s'il fait son film. On le suit, on le suit. Je le suis sur les réseaux sociaux. Et puis bien sûr Arnaud qui d'habitude est là aussi et qui, je crois qu'il. Ah ben là, il est en classe de neige, c'est pas le boulot là. En classe de neige. Et ouais, prof. Et ouais, c'est ça, bobsleigh avec les gosses, ouais. Ah ben d'abord, il avait 2 choix. Il est prof, il y avait 2 choix. C'était ou classe de neige ou défilé. J'espère qu'il n'a pas été faire sa classe de neige dans l'hôtel où il y avait Jack Nicholson. Ah oui, non, j'espère qu'il n'est pas allé à l'Overlook. Ouais, on est d'accord. Ça va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, let's go. Bon, ben on va attaquer avec tout bien, tout honneur, le premier film que tu as annoncé, Alien. Alors écoutez, ai-je besoin de présenter ce film Alors Alien, moi je l'ai vu et effectivement, il y en a combien aujourd'hui d'Alien pour il y en a 4 avant de démarrer? Alors, oui, non, il y en a 4, puis il y a eu la série Prometheus, Alien Covenant. Il y en a 6, et il y a aussi les Alien versus Predator où il y en a encore 2. Alors, on va découvrir. Il y en a 8. Je trouve que ça s'épuise un peu. Moi, nous, on va parler du premier. En 1979. Déjà. Il faut quand même. Il y avait juste Star Wars qui était sorti dans les films fantastiques et pas grand chose. 43 ans. Moi, j'avais moins 1 an. C'est énorme. Et tu sais quoi? Enfin, vous savez quoi, les gars? Je l'ai regardé cet après-midi en faisant en préparant le repas de ce soir. Plus la vaisselle, j'ai tout fait. Et je trouve qu'il n'a pas pris une ride. Exact. Le film est exceptionnel. Et alors c'est marrant. Je suis comme ça, vous voyez. Je sais pas vous pareil. Donc c'est bien, ce soir c'est un sujet que je vais pouvoir aborder puisque j'adore le fantastique, la science-fiction. Je sais pas vous, mais dans toutes les séries films qu'on présente dans nos émissions et dans cette série-là, c'est toujours le premier qui, moi je trouve toujours qui est réussi. Bah oui, parce qu'il y a la surprise. Voilà, tu découvres un univers et après des fois. Et d'ailleurs, moi ce premier Alien, c'est vraiment celui qui m'a marqué. Et derrière. Ah ouais.
Je trouve quand même que la saga était bien ficelée. Franchement, c'était quand même pas mal. Disons voilà, il y a clairement. Alors, je vous rappelle, pardon, excusez-moi, chers auditeurs, je les coupe, que dans l'émission, on a un rabat-joie. Il s'appelle Yves. C'est-à-dire que lui, il va spécialement casser certaines filles. Il est là pour dire du bien au début, puis après, il dégroupe. Voilà. Non, mais non, Alien, ça va bien se passer. Non, il y a un petit reproche, mais après, on fait une battle de toute façon sur Ridley Scott tout à l'heure. Mais moi, personnellement, je trouve que, en tout cas, les 4 premiers dont j'ai parlé, c'est-à-dire les Aliens 4, je trouve que c'était quand même bien amené. Parce que, bon, le premier, il a planté le décor, il est juste, enfin, pour moi, c'est un film incontournable. On va le débattre tout de suite. Ensuite, le 2, c'est James Cameron qui est arrivé avec son côté un petit peu variétoche quand même, parce que, tu vois, je veux dire, comment dire, il y avait la photographie qui était vachement soignée chez Ridley Scott, etc. Lui, James Cameron, il est arrivé, il n'y avait plus un seul alien qui était à peine suggéré. Lui, il y a carrément partout ça sortait, ça tirait dans tous les sens, mais c'était quand même bien fait. C'est un film de guerre. C'était quand même bien fait. C'était bien fait. Et après, on a retrouvé avec David Fincher dans le Alien 3 l'ambiance du premier, parce qu'on retombe sur une espèce de huis clos un petit peu glauque. On a retrouvé la 7e compagnie. On aurait bien voulu, parce que peut-être qu'ils auraient pu nous en débarrasser plus vite de ce bestiole, de ce xénomorphe. Tassin et PTV. Et le 4, effectivement, qui était donc réalisé par un Français, Jean-Pierre Jeunet, et dont Sigourney Weaver, donc Ellen Ripley, elle-même, l'héroïne, a dit que c'était le film le plus intelligent de la série. Donc elle a rendu un hommage vibrant à Jean-Pierre Jeunet. Je sais pas vous, moi j'ai vu la vraie maquette, le vrai alien qui a servi dans le film. Il est exposé à Lyon. Je l'ai vu l'été dernier, moi aussi. Il est exposé à Lyon, au musée du cinéma à Lyon, et il y a vraiment. Et donc c'est vraiment il a été conçu par un Suisse qui s'appelait H.R. Giger. Il faisait du dessin artistique et magnifique. Tous les dessins, c'est de lui. Et c'est le number one, c'est celui qui a servi dans le film, et il est exposé à Lyon. Ouais, exactement. Pour ceux qui l'ont vu. Alors, puisqu'on en parle maintenant, on est en plein dedans, on est en immersion, on va y aller tout de suite. Est-ce que vous savez quand même qu'à l'intérieur de la bestiole, ça n'était pas une machine, hein? Il y avait le masque, effectivement, tout le costume de l'alien en question. Et le costume fait à peu près 2,50 m, presque 3 mètres de haut. Non, pas tout à fait. Il fait beaucoup moins que ça. Il fait quand même 2,18 m, ce qui est quand même pas mal. Il fait 2,18 m parce que dedans, il y a un homme. Il y a un acteur d'origine nigériane, s'appelle Bolaji Badejo, qui a été repéré par le directeur de la photographie, la Panskin, qui a été boire un coup dans un bar à Londres et puis qui est tombé sur ce type qui était complètement filiforme, de 1,18 m, ça fait grand quand même, c'est un basketteur, hein, mais tout maigre. Il a des jambes, il est comme ça éthique. Et il a considéré, lui, que c'était... Ah non, tu veux dire, le gars qui est dedans fait 2,18 m, mais la maquette, là, elle est plus haute que 2,18 m. Hein. De toute façon, il l'a adapté pour lui, donc, parce qu'il a été refait par rapport à lui. Tu es arrivé à 2,50 m. Et au départ, ils avaient fait la maquette avec des yeux, la tête de l'alien avec des yeux. Et c'est Ridley Scott après qui a dit, en harmonie avec le H.R. Giger, qui a dit non, il faudrait qu'on enlève les yeux, ça la rendra encore beaucoup plus impressionnante et terrifiante cette bestiole. Ce front surdimensionné. Absolument énorme. Je l'ai revu cet après-midi, je te jure, je trouve que ça n'a pas pris. Non, mais il passe très bien. Après, ça se place clairement dans une optique, au niveau de l'histoire du cinéma, il y a des références. Il fait des références à Jacques Tourneur et sa trilogie de la peur, c'est-à-dire que l'objectif c'est de faire peur sans réellement montrer. Tout est suggéré. On voit très très peu en fait. Le type, on voit 4 minutes à l'image. 4 minutes, c'est vraiment rien. Sur un film de 2 heures, on le voit très peu et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et c'est vrai que la référence à Tourneur est essentielle. Donc Jacques Tourneur, réalisateur des années 40-50, qui a fait des films avec Val Newton, qui était le pape du film fantastique, qui a produit on ne sait combien de films avec Mark Robson, avec Jacques Tourneur, c'est Robert Wise, des super réalisateurs. Et il produisait plein de films fantastiques. Et c'est vrai que ça, c'est un hommage direct avec Alien. Après, le film, Sigourney Weaver, c'est la première fois qu'on a vraiment une héroïne qui a autant de place. Elle est nommée. Et puis féminine aussi, parce que dans des films de fiction, en général, c'est toujours des mecs. Non, c'est la première fois qu'on déjà ça, et surtout, elle est nommée quand même à l'Oscar de meilleure actrice pour ce film-là. C'est quand même rare, hein, c'est assez rare pour le noter pour un film fantastique, un film de science-fiction. Et c'est vrai que le film est terrifiant. On passe un super moment. Moi, je l'ai revu il y a 2 mois. Alors ça se classe pas dans les films d'horreur, ça se classe malgré que c'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. C'est vraiment, on peut dire de la science-fiction, du fantastique et de l'horreur. Du suspense, de l'horreur, on est d'accord. Ce qui est extraordinaire, si tu veux, c'est qu'en fait même du thriller. Ce film est quand même, on l'a pris comme une baffe monumentale dans la figure, parce que si tu veux, il y a le côté grandiloquent, par exemple, qu'on a retrouvé dans Star Wars, dont je ne critique pas absolument pas la réussite d'ailleurs, mais je veux dire, c'est tout le contraire en fait. Oui. Tout
est suggéré là-dedans. Il y a rien de visuel et en même temps c'est tellement visuel parce que tout est dans la recherche, la minutie qui est quand même la caractéristique première de notre ami Ridley Scott, un ancien photographe comme Kubrick dont on a parlé il y a 2 semaines. Et vraiment, et en même temps tout ça, si tu veux, avec une recherche de couleurs, mais dans le côté noir parce que c'est glauque, des fois on voit pratiquement rien sur l'image. Le vaisseau il est pourri, hein. Je veux dire le vaisseau c'est un vaisseau cargo. Oui. On en voit, et en plus il a pris des anti-héros parce que il faut savoir quand même que ce sont des ouvriers de l'espace. Ça a été tourné dans une décharge ou quoi? Non, mais c'est quasi ça. Enfin, c'est des ouvriers de l'espace, c'est exactement ça. C'est vraiment des anti-héros. C'est des anti-héros. Ils n'ont pas d'armes, ils ont rien. Bon, voilà quoi. Voilà, il y a 2-3 techniciens. Il y en a une qui est. Je veux dire, le premier rôle normalement de Ripley, c'était. Donc Ripley devait être un mec déjà au départ. Et ensuite, quand ça devait passer pour être l'héroïne, c'était Veronica Cartwright qui joue donc Lambert, le rôle le deuxième, qui devait prendre. Et puis finalement, ça s'est avéré comme une évidence que ce soit Sigourney Weaver parce qu'elle était très grande. C'est exactement ça. C'est sa taille. Sigourney Weaver, elle fait plus d'1m80 et c'est là-dessus que ça s'est joué quoi. Pour donner un contrepoût. Pour contrebalancer par rapport à l'alien quoi. Mais il y a plein de trouvailles dans ce film parce que par exemple la scène quand ils arrivent pour au moment où Kane va donc c'est John Hurt qui d'ailleurs il faut rappeler John Hurt quand même les 2 grands films les plus marquants qu'il ait fait c'est quand même Elephant Man où il était complètement grimé, on le reconnaissait même pas si tu dis pas que c'est John Hurt qui joue dedans, et Alien il fait transpercer le bide par une bestiole que maintenant nous avons coutume d'appeler le xénomorphe bien sûr hein. Voilà, donc le pauvre il a eu quand même 2 rôles marquants pour le coup, ça a vraiment marqué John Hurt, c'était un magnifique acteur quand il faut le dire hein. Et donc ce Ken quand il arrive dans l'endroit où il découvre les œufs et qu'il va avoir la bestiole qui lui pend à la gueule là, et bien effectivement ils ont avec le directeur de la photographie Planskin et Ridley Scott ils ont mis pour montrer le côté gigantisme du vaisseau, ils ont mis leurs enfants dans des combinaisons comme le plan il est de loin, tu fais pas la différence, c'est-à-dire que tu passes d'un seul coup de Tom Skerritt, John Hurt et Veronica Cartwright puisque c'est les 3 qui sortent du vaisseau et dès qu'on arrive sur un plan beaucoup plus reculé ce sont les enfants pour montrer le gigantisme un petit peu comme avait fait James Cameron dans Titanic où tous les gars qui travaillaient dans la salle des machines c'était des gens de petite taille, je dis pas des nains mais des gens de petite taille et fait que pour montrer que vraiment c'était encore plus grand. Ils sont plein d'astuces en fait hein, quand tu parles de Ridley Scott ou quand tu vas parler aussi de George Lucas pour Star Wars, il faut savoir que ces mecs là à la différence de certains réalisateurs maintenant avaient de vraies références. Quand George Lucas il fait Star Wars, il nous fait un ressucé du Château de l'araignée d'Akira Kurosawa, c'est exactement la même chose, l'histoire est la même et Alien, je reviendrai après sur non mais va pas chercher des noms de films que les gens connaissent pas. Mais comme ça au moins ça leur dit tiens je pourrais peut-être aller voir ça aussi. Il faut qu'ils Kurosawa c'est quelque chose hein. Kurosawa c'est quand même quelque chose quoi. Donc voilà. Donc mon petit Thierry, bah écoute moi j'attends tranquille. Non pas Alien, mais non c'est la battle parce que maintenant on va parler Ridley Scott. Tu veux qu'on y aille tout de suite? Pourquoi pas bien sûr. Pas tout de suite. On va laisser la battle, on va vous laisser vous reposer, on va vous laisser tranquille. Tu veux peut-être que j'envoie la musique tiens puisque je l'ai. De Alien. On peut y aller quand même. Un peu de musique, on va s'écouter. Allez. Alors, Alien. Le suspense. Ah oui, là tu sens l'atmosphère tendue. Comme un string, hein, c'est tendu comme un string. Hein. C'est Jerry Goldsmith qui a fait cette partition musicale magnifique de Alien. Eh bien écoute, on va aborder notre deuxième film ce soir. On a abordé Alien, vous allez voir, on va vous présenter ces 4 films, toujours dans ce genre fantastique, science-fiction. Et un qu'on vous avez certainement tous vu, pareil, que vous avez apprécié. Alors là, c'est carrément un autre registre, c'est La Ligne Verte. Oui, c'est celui-là qu'on parle tout de suite. On avait prévu d'intervertir parce que comme c'est lui qui. Starman, voilà, on va faire on fera l'univers juste derrière. T'inquiète pas. Je suis désolé, c'est parce qu'en fin de compte, on m'a envoyé un SMS avec le conducteur et effectivement. C'est parce qu'on a mis les 2 films à moi en premier. C'est parce qu'on a mis les 2 films de Thierry en premier, c'est pour ça. Alors, on va parler de Starman. Oui, on fait dans l'ordre. D'accord. Donc Starman de John Carpenter. Absolument. Donc avec le merveilleux James Bridges et Karen Allen. Donc c'est un film de Big John, parce que c'est son surnom, John Carpenter. Donc tu parles de Big, il a tourné dans le Big Lewoski aussi. Oui, aussi, exactement. Levinsky. Donc non, mais voilà, c'est aussi un très grand réalisateur de films, alors de films d'horreur, de films fantastiques. Il est considéré comme un auteur chez nous, en Europe, et il est considéré comme un petit réalisateur de série B aux États-Unis, ce qui pose quand même beaucoup de questions quand on voit l'étendue de sa filmographie. Il a quand même fait des films qui ont marqué l'histoire. Que ce soit The Thing, que ce soit Asso,
scénario, voilà, que ce soit Halloween d'ailleurs, mesdames et messieurs. Petite musique, allez, écoutez-moi ça. Ça fout les fours quand même. Hein. Il faut d'ailleurs signaler que Carpenter, logiquement, fait tous les scénarios et toutes les musiques, et que curieusement, dans Starman, il a fait ni l'un ni l'autre. C'est vrai, la musique c'est de Jack Nitzsche. En fait, il faut savoir pourquoi. C'est parce qu'en fait, il sort de The Thing, qui était pour lui un projet vraiment essentiel dans sa filmographie, parce qu'il rend hommage dans ce film The Thing avec Kurt Russell. Il rend hommage à Howard Hawks, qui est un très 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 grand réalisateur de western des années 50, et c'était son maître à penser avec Hitchcock. Et il lui rend hommage. Et au bout du compte, le film, ça s'est pas passé comme il voulait. Maintenant, c'est un film. C'est un remake. De La chose d'un autre monde. La chose d'un autre monde de Christian Nyby, réalisé par Christian Nyby et Howard Hawks. C'est ça. Et en fait, le film est génial. Ça se passe dans une station polaire en Antarctique où ils découvrent, en fait, un groupe de scientifiques découvre un vaisseau et découvre une chose glacée à l'intérieur. C'est une sorte d'alien, d'ailleurs, un alien des glaces. Exactement. Un alien des glaces. Ah ouais, c'est ça. Mais donc c'est pas Starman. Hein. Non, c'est pas Starman. On revient à Starman. Donc voilà. Mais juste, j'explique à quel moment a été fait Starman. Oui. Starman, en fait, c'est Michael Douglas, donc acteur dans Basic Instincts et très grand producteur de films. Parce qu'il a aussi produit Vol au-dessus d'un nid de coucou. Absolument. Et peu de gens le savent. Voilà, peu de gens le savent, mais bon, il a quand même gagné un Oscar pour ça, donc lui, il le sait, t'inquiète pas. Et donc, il a proposé donc à Carpenter, et Carpenter a tout de suite accepté parce que il voulait prouver au studio qu'il était capable, après Halloween, après Fog, voilà, après The Thing, de faire un film de studio. Et là, voilà, il y a pas de monstre, c'est pas un film d'horreur. En fait, c'est un film fantastique, mais romantique. Et c'est vrai que oui, il n'y a pas d'effet grandiloquent. Hein, c'est quand même tout simple. Hein, c'est tout simple. Le thème, c'est clairement le deuil, parce que Karen Allen, voilà, c'est une femme qui a perdu son mari, qui n'arrive pas à se remettre de cette mort, et au bout du compte, elle va se retrouver confrontée à un alien qui va arriver sur Terre tout simplement parce qu'il a répondu à un message qui a été envoyé par une invitation. Une invitation, c'est ça. C'est la sonde Voyageur en 77. Il répond à la sonde Voyageur, il arrive sur Terre et il se retrouve dans cette maison avec cette veuve et il prend les traits du mari qui est décédé. Il prend l'apparence humaine. Voilà, Jeff Bridges. Et Jeff Bridges, dedans, il est, il découvre en fait l'espèce humaine. C'est un road movie, dans toute sa médiocrité, parce que bien entendu, il y a l'armée qui lui cavale aux fesses. Alors, forcément, parce que comme c'est un alien. Mais il y a aussi, il y a aussi le côté romantique. Le film est magnifique. La musique, si tu peux la mettre, elle passe. Elle est là, je l'ai. Voilà. Comme je dis souvent, si on peut faire un petit dérivé rapide sur la musique, c'est que pour tous les jeunes qui écoutent et qui voudraient faire de la musique, que ce soit de la musique de film ou autre chose, regardez la simplicité de ces partitions-là. Il y a 4 accords et il y a 2-3 notes qui se dégagent et ensuite on laisse voguer l'imagination et ça part. Comme quoi, des fois, plus c'est simple, mieux c'est. C'est pas la peine de compliquer là, dans les le choses. film, l'extraterrestre, techniquement, il a une espèce de bille dans la main qui s'élève ou qui ne s'élève pas, qui prend de la couleur ou qui ne la prend pas. Mais voilà, c'est grâce à ça qu'il y a tout son pouvoir, qu'il arrive à se transformer. Enfin voilà, il se passe rien d'extravagant, mais ce qu'il arrive à faire, Jeff Bridges, d'ailleurs, une fois de plus, un film fantastique. Il est nommé aux Oscars, c'est très très rare, ça n'arrive jamais. Il est nommé aux Oscars pour ce film-là, il aurait dû le gagner d'ailleurs, ça c'est mon avis, passons. Mais au bout du compte, je veux dire, c'est très très simple et il va découvrir en fait l'espèce humaine dans le cadre de ce road movie et elle va lui faire apprendre en fait ce que c'est l'amour, ce que c'est la vie, ce que c'est ce que c'est être un humain. Et vraiment le film est il a eu plein de prix ce film, hein. Il a gagné le Golden Globe, il a été nommé au Golden Globe, le Young Artist Award, bien sûr. C'est vraiment un très très beau film. Dans le cadre aussi fantastique, il t'arrive meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice. Ça a permis clairement à Carpenter, après, tout au long de sa carrière, de continuer sa carrière et de pouvoir ainsi repartir un peu dans une logique de studio, parce que le film qu'il fait après, c'est Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Donc là, c'est un film d'aventure, un truc à la Indiana Jones qui est vachement bien aussi. Bon, après, il a loupé peu de films, Carpenter. Il n'y en a pas beaucoup qu'on peut considérer. Il n'en a pas fait tant que ça non plus. Non, il en a fait 19. C'est très très peu. On est d'accord. C'est pas beaucoup. Mais aujourd'hui, on le voit quasiment plus. Hein.
Ah bah aujourd'hui, de toute façon, maintenant, c'est comme tu l'as dit, c'est un compositeur aussi, donc principalement, il fait de la musique aujourd'hui. Depuis 2010, 2010-2011, The Ward est sorti 2010-2011 avec Amber Heard, ex-femme de Johnny Depp. Bon, le film est pas génial, peut-être à cause d'elle aussi, mais bon, passons. Mais au bout du compte, depuis 2011, il n'a plus rien fait. Il fait principalement des concerts, de la musique, et voilà quoi. Donc, mais c'est quand même quelqu'un qui compte énormément pour le cinéma, parce que forcément, on se rappelle vraiment de ses films récurrents. Bon, Starman, c'est vrai qu'il est un petit, je ne vais pas dire qu'il est particulier dans sa filmographie. Il est très différent des autres, clairement. Par rapport à ceux qui a fait la réputation de John Carpenter, de Stephen King, extrauraire comme film, magnifique aussi. C'est clair. Après, on pourrait citer aussi, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Invasion Los Angeles, qui est tiré d'une nouvelle de Lovecraft. Ça, c'est New York 97, c'est lui aussi, non? New York 97, c'est lui. Los Angeles 2013, la suite aussi. Il a fait après un remake d'un film des années 60, Le Village des damnés, avec Christopher Reeves, avant son accident, Superman, voilà. Donc qui est très bien dans ce film. Par contre, tu vois, j'ai revu Superman l'autre jour, ça a très très mal vieilli. Le premier Superman de Richard Donner, mais c'est même à hurler de rire. Enfin, franchement, je veux dire, quand il y a le gamin qui tombe dans les chutes du Niagara, là, je me demande comment on a pu élever un film comme ça au statut de film. Enfin, mais parce qu'à l'époque, moi, ça me fait exploser de rire. Non, mais parce qu'à l'époque, ça passait bien. À l'époque, ça, voilà, c'était. Mais même les effets spéciaux. Enfin, franchement, c'est risible. On est dans les années 80. On oublie que dans les années 80. Non, mais je veux dire, dans les années 80, au début des années 80, il y a Ridley Scott qui te pond Alien, quoi. Excuse-moi, je veux dire, on est loin du carton-pâte quand même, parce que là, franchement, même s'il a fait ce qu'il fallait pour justement le plus possible estomper, suggérer, parce que peut-être pour des questions techniques ils avaient moins la possibilité de le voir à l'écran et tout, mais je veux dire, c'est parfaitement réussi. Il a surtout fait Blade Runner, mais à l'époque on fonctionnait beaucoup par maquette, qui arrive 2-3 ans derrière, voilà, 82. Mais après, si tu fais des films qui sont hors maquette, Star Wars c'est maquette aussi. Tu fais des films qui sont hors maquette, quand tu vois comment ils sont habillés dans Star Wars et tout, tu dis bon, ok les gars, ça va, bon, mais voilà. Je critique moins parce que si tu veux, c'est une saga qui a marqué toute une époque, etc. Mais c'est vrai que là, pour le coup, Superman, franchement, enfin moi, à la limite, les derniers qui sortent, les Marvel et tout, aujourd'hui, DC Comics, ils sont bien. Voilà, parce qu'il y a des effets spéciaux qui sont à la hauteur. Rappelle-toi, on en a déjà parlé, Jurassic Park, Avatar, c'est-à-dire les James Cameron, Spielberg ont attendu que la technologie soit à la hauteur de ce qu'ils voulaient faire sur l'écran pour que ça puisse être crédible. Et ça l'est. Jurassic Park, il l'avait écrit bien avant qu'il sorte. Et Avatar, pareil. Avatar, il l'a écrit, Cameron, quand il était en train de faire Abyss. Donc, tu revois quand ça remonte. Et il a attendu de faire le Avatar 2 parce que la technologie ne lui permettait pas d'y arriver. Et là, il en a fait 4 d'un coup. Ils vont sortir, là, ils sont tous annoncés. Voilà, donc c'est pour dire qu'effectivement, voilà, donc je ne veux pas trop critiquer Superman, parce que le pauvre Christopher Reeves, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, hélas. Non, mais qui était un bon acteur. Qui était un très bon acteur. Dans le village de Carpenter, il est très bien. Voilà, c'est sûr. Ça n'a rien à voir, mais c'est très bien. Et Carpenter, franchement, ça reste un metteur en scène qui comptera, j'espère, encore pendant de nombreuses décennies par rapport à tout ce qu'il a fait, quoi. Moi, je pense que par rapport au film qu'il a réalisé, là, tu vois, Ghost of Mars, l'Antre de la folie, pareil, là aussi c'est Lovecraft, enfin avec Sam Neill, Jurassic Park. Voilà, là, on est vraiment sur des films d'horreur, mais qui ont vraiment compté. Le Halloween aussi, il a marqué. Halloween, attends, ils ont fait des remakes. Si tu le regardes bien, il y a rien de particulier dans Halloween, parce que c'est pareil. On revient un petit peu dans le Alien de Ridley Scott, c'est-à-dire que le monstre, l'entre-aperçoit, enfin le monstre qui n'est pas vraiment un monstre, mais disons, on va dire le psychopathe, le croque-mitaine, qu'il appelle dans le film. On le voit par intermittence, il est caché derrière un arbre, etc. Et c'est ça qui fout les jetons, parce qu'en plus, il y a toujours cette musique récurrente avec ces 4 notes de piano, le c'est tout le génie est là. Et moi, je reste baba devant le talent de ces gens qui, avec peu de choses, arrivent à te faire des trucs cultissimes. Parce que là, Carpenter, il arrive à allier la musique, la photo, un montage qui est quand même assez cut, mais qui est capable de laisser aussi du temps avec des longs travelling, et il arrive aussi à sublimer ses acteurs, parce que Jeff Bridges et Karen Allen, je veux dire, dans ce film là ils sont magnifiques. Le film il fait chialer, quoi. C'est la première fois aussi qu'on voyait une histoire d'amour mise en plein milieu d'un film fantastique. Non, mais exactement. Où, au départ tu peux dire mais qu'est-ce que ça vient faire ici, parce qu'en fait justement lui c'est un drame familial, c'est tout, c'est une comédie romantique presque. Non, mais il y a beaucoup de choses
Voilà, et effectivement, il y a en filigrane le fil rouge, c'est quand même le côté fantastique, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un extraterrestre. C'est ça. Et qui était traité d'une manière différente, parce que c'était pas la guerre des mondes non plus. Non, mais effectivement. Voilà, c'était un film vraiment très très intéressant, et je te remercie de l'avoir remis à l'honneur. De toute façon, il l'a dit, Carpenter, il y a une citation, c'est son E.T. à lui. Parce que quand E.T. est sorti, lui, il a fait The Thing, qui est devenu culte, mais après, qui est culte pour toute une génération, qui est sans doute un de ses meilleurs films, qui est sans doute son meilleur film. Voilà. Mais clairement, il a été dégoûté que E.T., qu'il a adoré, soit sorti en même temps que The Thing, parce que pour le coup, The Thing, ça n'a pas marché à cause de. Et il a même regretté de ne pas avoir fait Starman avant E.T. Parce que pour le coup, il aurait été le précurseur du genre. Alors qu'effectivement, derrière, on pourra toujours dire de lui, oui, mais quand même, il y avait déjà E.T. avant. On l'avait oublié parce que c'est vrai qu'E.T. c'était là aussi. Au-dessus, c'est le soleil quand même. C'est vraiment un film plus que référence. Non, mais complètement. Je suis entièrement de ton avis. À tous les niveaux, musique, histoire, tout ce que tu veux, c'était remarquable. Tu l'avais vu ça, E.T., cher ami? Quand même. On sait jamais. Je suis toujours là. Je vous écoute religieusement, mais quand même. Je vous ai dit, fantastique et science-fiction, c'est mon genre cinéma préféré. Donc après, je vais pas regarder des vieilleries comme Starman. Non, je regarde pas ça. D'ailleurs, chers amis, je me permets de vous révéler une petite anecdote que vous ne connaissez pas forcément, mais E.T. Ce sont les initiales de ma fille, Emeline Terranova. D'accord. Et pendant toute son adolescence, je l'ai un petit peu chambré avec ça. D'accord. Et aussi, ça va comme T, comme tir à l'arc. Tout à fait. Ça, c'est l'autre. C'est la deuxième. Ça. On en reparlera. Elle viendra ici, tu pourras t'expliquer avec elle. Okay, je lui dirais même qu'elle amène son arc. Comme ça, tu verras ce qu'elle est capable de faire. Vous comprendrez, si, chers auditeurs, vous comprendrez si vous suivez l'émission Classic Show, vous comprendrez pourquoi on le chante. Allez, on continue toujours dans ce genre exceptionnel qui est le film fantastique. Mais là, on est au milieu. Là. On est deux films. Là. On se la fait, là, notre battle là. On peut la faire au milieu, et puis après, on terminera avec les. Allez, vas-y, ça le démange. Non, mais ça me démange, là. Vas-y, là. Tout ça, surtout qu'il va perdre. Donc. Non, mais attends, si tu as acheté une fois de plus, bien entendu, je vais perdre. C'est toi. Il n'est absolument pas question de perdre ou de gagner. Non, mais oui, on est d'accord. C'est sur Ridley Scott. Allez, battle sur Ridley Scott. Réalisateur d'Alien. Avec donc réalisateur d'Alien. Thierry, tu as la parole, mon cher. Voilà, alors moi, je me suis permis, parce que je suis un petit peu moins féru que toi à ce niveau-là, donc je me suis permis de coucher quand même sur papier tout ce qui me venait par la tête par rapport à ça. Ça va aller très vite. Je vous le lis donc comme je l'ai écrit tout à l'heure, n'est-ce pas? Quand on parle de Ridley Scott, chers amis, la première caractéristique qui vient à l'esprit, c'est rigueur, perfection, souci du détail et esthétisme parfait. Rigueur. Alien ou la mise en scène quasi théâtrale, on en a parlé, qui nous propose un huis clos suffocant où tout est suggéré plutôt que montré. Perfection et souci du détail qu'on retrouve entre autres dans Gladiator, pour ne citer que lui, une immersion dans les images de synthèse qui nous font confondre le réel et le virtuel. Et enfin, esthétisme, quand on se replonge sans coup férir dans les images sublimissimes de Blade Runner qui ont su nous rendre un équilibre parfait entre les couleurs, partenaires indissociables d'une action nonchalante sublimée par la musique spectrale du regretté Vangelis et totalement voulu par le réalisateur. Voilà, Ridley Scott, c'est tout ça à la fois et toujours orchestré de main de maître, ce qui en fait, n'en doutons pas un seul instant, l'un des réalisateurs les plus doués et les plus féconds de sa génération. Ah, c'est beau. Oh, que c'est beau. C'est bon, je peux ? C'est pour ça que je l'ai écrit, je voulais pas me tromper. Ça va être dur là. Ah non mais c'est beau, bah écoute, donc, ça va être facile. Alors je vais commencer sur Alien. Alors Alien est effectivement un chef-d'œuvre, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut pas oublier que Alien, Ridley Scott, il a pas joué super fine parce que déjà au niveau du scénario, il a pompé intégralement le scénario de La Planète des Vampires de Mario Bava, oui. Et il s'est d'ailleurs pris un procès dans la tronche qu'il a perdu sur ce film-là. Bon, déjà faut connaître La Planète des Vampires. Non mais il n'y a pas de souci, mais bon, ça c'est fait. Maintenant on passe au reste. Alors oui, effectivement, c'est un réalisateur qui est méticuleux, c'est un réalisateur qui est très bon, c'est un réalisateur qui a fait une trentaine de films et qui a fait quelques chefs-d'œuvre. Blade Runner est un de mes films préférés. Gladiator, rien à dire. La Chute du Faucon Noir, on est d'accord. Kingdom of Heaven, c'est merveilleux. Mais après, il a fait quelques bouts intergalactiques. Oui, bien sûr. Il en a fait beaucoup. Alors, on y va. C'est parti. Donc, à armes égales, avec la regrettée Demi Moore. Non, elle est pas morte. Non, c'est pas possible. Quoi. C'est juste désastreux. Quoi. À armes égales. Après, il a aussi fait L'âme de fond. Malheureusement, Gérard Depardieu est allé se perdre dans la Conquest of Paradise 1492. Qui est dramatique, il est pas bon. Il y a la musique qui est à sortir. Et ensuite, on a adoré Alien. On est bien d'accord, c'est Vangelis. Hein. La musique, je la sauve dans 1492. Oui, mais Alien, ben voilà, quand on a fait Alien, pourquoi vouloir retourner avec Prometheus et avec Alien? Là, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on démythifie tout? Pourquoi on veut tout expliquer? Parce que c'est pas bon. Il fallait parce pas que les faire producteurs ça. voulaient faire de la monnaie sur un sujet qui avait rapporté beaucoup. Et après, on était dégoûté en 2000 quand on n'a pas eu l'Oscar du meilleur réalisateur
réalisateur parce que c'est Steven Soderbergh qui l'a eu pour Trafic et que lui n'a eu que l'Oscar du meilleur film pour Gladiator, donc il était dégoûté, donc il a voulu faire son film sur le trafic de drogue, Cartel, qui est une merde infâme et absolue. Et j'adore Ridley Scott, mais voilà, Ridley Scott est un réalisateur qui malheureusement est capable de faire des chefs-d'œuvre, mais qui est capable de faire des films qui sont très 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 mauvais. Quand Carpenter fait des films excellents et qu'il se rate, les films sont ratés, mais déjà il y en a très peu, il y en a un ou deux, et surtout c'est pas un ratage intégral. Là on a des films dans la filmographie de Ridley Scott qui sont des ratages intégrales. Voilà, mais sinon c'est un très grand réalisateur, pas de souci. Alors mon cher, c'était pas la peine de mettre Carpenter à l'intérieur puisqu'on était sur du Ridley Scott. Donc là tu as essayé de déstabiliser l'adversaire et ça je suis pas d'accord. Si je peux me permettre, il a beaucoup plus parlé que moi quand même. Oui, on aurait dû mettre le chrono effectivement. Il a gardé un temps d'antenne. D'ailleurs on fera comme dans les grandes gueules, il y a un chrono et je vous mettrai le chrono la prochaine fois, vous aurez 2 minutes. Voilà, donc c'est honteux, j'ai parlé 1 minute, enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais attends, il a pris une approche suisse là. C'est vrai que quand tu parles on ne peut que t'écouter. Alors on est d'accord, la prochaine fois il y aura ça, il y aura... Ah non, c'est pas ça, pardon. Pas mal. C'est bien ça. Non, la prochaine fois, vous aurez droit à ça. D'accord. Ah, c'est beau. Voilà, et après, il y a un grand coup de gong quand on arrive au bout. Vous aurez ça à la fin. D'accord. Imaginez que j'ai même pas parlé d'Exodus, qui est encore plus nul, et de House of Gucci. Allez, donc j'ai écouté vos 2 plaidoiries. Je sens que je vais J'ai écouté vos 2 plaidoiries. Eh ben non, bizarrement, tu as apporté quand même. Il a encensé, mais il a tout écrit. Et voilà. Donc, et là, par contre, je resterai sur toi qui a amené des arguments en ne lisant rien du tout. Tu avais tout dans ta tête. Donc là, bravo, un point pour toi, mon cher. Moi aussi, je t'aime, merci. Voilà, donc on va dire que vous êtes un partout sur l'ensemble des 2 battles. On est d'accord. Non, mais après, voilà, effectivement. Même si tu as essayé de déstabiliser l'adversaire avec Carpenter, ça on l'a vu, on va dire que c'était un coup bas. C'était un coup bas. Non, mais on est d'accord. Voilà. Donc, pardon. Tu retournes. Oui, donc. Non, c'était du Ali Forman, on est d'accord. Bon, voilà. Voilà, petite battle que tu attendais depuis le début, mon cher. Ah oui, c'est sympathique ces petites battles parce que ça permet un pour un contre, même si c'est difficile d'avoir des contres quand même. Mais on est d'accord. Alors, on va en profiter pour faire. Il est toujours avec nous, je pense qu'il est toujours avec nous. C'est monsieur Anthony Terranova. C'est mon cousin. Voilà, qui suit l'émission. C'est mon cousin. Je sais pas où il habite. Il habite à Bourg-Saint-Andéol, qui est un petit village. Allez, rajoute un gros village du début de l'Ardèche. Voilà. Qui est collé à la Drôme. J'allais te dire, rajoute en France. Voilà. C'est un grand supporter de Marseille. Il descend régulièrement au stade Vélodrome et je le remercie parce qu'il va se passer des choses. Sachant que voilà, ce qui est génial, c'est qu'une radio qui fait aussi de la web radio, on peut nous écouter partout en France. Et alors, bien sûr. Partout dans le monde. Ridley Scott, il m'a téléphoné tout à l'heure. Il a dit qu'il allait l'écouter. Il suit l'émission. Donc il va te rappeler. Il va te rappeler derrière pour t'en mettre un scud par derrière pour tout ce que tu as dit sur ces boues intersidérales. Non, il y en a quelques-unes, mais on est obligé de le dire. Alors écoutez, on va parler tout de suite de celui que je vous ai présenté avant. Oui. C'est La Ligne Verte. La Ligne Verte de Frank Darabont. Alors, je suis mitigé sur ce film. Mais attends, avant que tu sois mitigé, on va te mettre dans l'ambiance tout de suite là. Alors moi je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de films, j'en ai vu moins qu'Yves, ça c'est sûr, mais dans tous les films que j'ai vus, il y en a quand même 2 que je place vraiment au-dessus des autres. Il y a La Ligne Verte notamment et le American History X aussi, qui est un film qui m'a profondément marqué. Mais alors La Ligne Verte, je trouve ce film extraordinaire parce que vraiment tout est magnifique. Bon, déjà l'histoire. Il faut quand même lui rendre hommage. C'est Stephen King qui lui-même a dit que c'était la seule adaptation digne de ce nom sur toutes les adaptations qu'il y a eu au cinéma. Et il y en a eu beaucoup. Sur cette, on parlait de Christine tout à l'heure. Il adore Frank Darabont. Darabont a fait 4 films et 3 des films qu'il a fait, il a adapté du Stephen King. Donc, mais là, franchement, moi j'adore vos émissions parce que des fois, avec vous, par exemple, quand j'entends parler Yves, pour moi, j'ai l'impression qu'il parle chinois parce qu'il sort des noms que j'ai jamais entendu parler. Magnifique metteur en scène. Il est vrai, chers auditeurs, que je vais quand même rajouter que je ne suis pas un spécialiste du cinéma, c'est-à-dire que moi je connais le titre, je connais le film, mais alors ce qu'il y a sur la bande-annonce, c'est-à-dire que tous ceux que vous savez, en fin de compte, si vous voulez... Donc celui qui a fait la musique, tu le connais pas. On va mieux comprendre, je vais expliquer à nos auditeurs, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Yves, c'est sa spécialité, c'est-à-dire qu'il regarde le film, mais en fin de compte, il passe beaucoup plus de temps à lire, tu sais, le truc que personne ne lit à la fin, le générique de fin. Moi je peux pas voir un film sans le générique, il paraîtrait, j'ai reçu un coup de téléphone de sa femme, il paraîtrait qu'il met même au ralenti pour être sûr de pouvoir tout bien lire. Ça, moi je le fais.
Ça, moi personnellement, je le fais. Alors, lui, le fait, moi non. Ah non, moi je le fais ça. Chers auditeurs, quand j'ai loupé le mec qui avait fait la musique, il dit ma femme remet en arrière là, parce qu'on peut mettre en arrière. Tu regardes des films avec ta femme ? Chers auditeurs, je suis désolé, vraiment désolé, j'ai 2 psychopathes dans mais là en plus il nous en amoureux là ce soir, là c'est chaud. Et en parlant de psychopathes, transition est faite avec la ligne verte. Oui, tout à fait. Oui, parce que la ligne verte, effectivement, fait la part belle à certains psychopathes, puisque pour remettre dans le contexte du film, bien entendu, c'est le pénitencier de la dernière ligne droite, on va dire, puisque la fameuse ligne verte, c'est le couloir avant de passer à la chaise électrique. À la chaise électrique, bien qu'il y ait une petite incohérence, parce qu'en fait, par rapport à là où ça s'est tourné, après, le film. En ressortant, il paraît que c'est une ligne jaune. Ça c'est fait. Ouais, c'est vrai. C'est facile. Les urgences, c'est la première au fond du couloir à gauche, là, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que je disais ? Du coup, il m'a déstabilisé. Oui, par rapport à là où l'action où s'est situé le film, la chaise électrique n'est arrivée que 2 ans plus tard. Donc en fait, elle n'était pas encore en vigueur au moment où par rapport à comment dire non mais ça c'est Darabont qui l'a changé parce que la temporalité dans le livre est réelle. Un problème de temporalité. Cela dit, effectivement, il y a une armée de psychopathes, de gens plus déglingués que les uns. Et ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est qu'on retrouve dans la même cellule donc de gens qui vont être exécutés, celui qui est donc accusé du meurtre de 2 petites filles. Qu'il a essayé de sauver. Parce qu'il possède un don, si tu veux, où il peut retirer tout le mal que les gens ont en eux. John Café. Voilà, John Café avec un comme le café, mais c'est comme le café, mais ça, sauf que ça s'écoule papa, ouais. Ça s'écoule papa. Ouais. Il faut que je vous parle, patron. magnifique Michael Clark Duncan, qui mesurait 2,05 m pour 165 kg. Et pour le rendre encore plus grand dans certains plans, ils ont pris les caméras, ils ont rabaissé les caméras, ils l'ont fait monter lui sur des estrades qui étaient dissimulées pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il était gigantesque. Il était déjà gigantesque, mais quand on regarde Armageddon, il n'est pas spécialement gigantesque que ça, puisque Bruce Willis, qui passe pas pour être non plus un géant, est pas beaucoup plus petit que lui, quoi. Enfin, il est plus petit, certes, mais voilà. Avec Ben Affleck, que tu aimes bien aussi dans Armageddon. Voilà, donc dans la ligne verte, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Je veux dire, Tom Hanks est extraordinaire, David Morse est magnifique. Ouais. D'ailleurs, s'ils l'ont relevé, c'est parce que David Morse, déjà, il culmine à 1,94 m. Il est très très grand. Et le directeur de la prison aussi, il est grand aussi. Ouais. Il est très très grand, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu le rendre encore un petit peu plus grand. Ce film est extraordinaire. Il y a tout dans ce film. On parle du racisme, on parle aussi parce que bien entendu, ce pauvre John Café a été condamné uniquement parce qu'il était noir. Ouais, effectivement. Et qu'à l'époque, bien entendu, vous le savez, il y a eu beaucoup par rapport à l'esclavage et toutes ces choses-là, puisque ça remettait le film dans les années 30, on est bien d'accord, hein, c'est ça. 1930, et forcément, c'était des choses qui étaient mal vues. Donc quand on retrouve les 2 gamines sanguinolentes dans ses bras alors qu'il a essayé de les sauver, malheureusement, c'est lui qui est accusé et il va retrouver, c'est extraordinaire, il va retrouver dans la prison celui, mais il le sait même pas lui en plus. Non, il va le touchant en fait. Parce que quand il touche les gens, il arrive à savoir. En le touchant, et il va transmettre ça, il va envoyer les images à Tom Hanks. Dans l'inconscient de Tom Hanks, qui lui va se rendre compte que finalement son rôle de directeur de prison va être d'exécuter la plus belle chose que Dieu ait fait au monde, c'est-à-dire de créer un type qui avait un don inouï. Et d'ailleurs, il arrive à... J'ai une petite anecdote là-dessus aussi, parce que j'ai fait quand même quelques recherches. Hein. C'est au moment où il passe la main entre les barreaux, quand il dit « Il faut que je vous parle, patron ». John Café, c'est pas le moment. Il a un problème d'infection urinaire, notre ami Tom Hanks. Hein. Oui, je le fais bien ? Oui, non, tu fais bien. J'ai pas le même physique que lui, mais j'arrive à le faire pas mal. Faut pas me regarder parce qu'on voit tout de suite la supercherie. Et donc, il passe la main à travers les barreaux, il le chope par les testicules, et apparemment il voulait pas faire la scène parce qu'il fallait quand même qu'il y aille franchement. Ouais. Bon, déjà Tom Hanks ça fait peur quand même qu'avec la main de malade qu'il a, il arrive à lui exploser au moins une gonade sur 2, tu vois, c'était possible. En fait, ils ont réussi à trouver le truc, c'est qu'ils ont mis une bouteille en plastique juste à l'endroit des testicules pour qu'on entende justement le bruit et qu'on ait vraiment l'impression, puis là, parce qu'il voulait pas faire la scène, Michael Clark Duncan, très pudique comme garçon. Et donc ils ont réussi à faire cette fameuse scène où là il comprend effectivement qu'il a un don exceptionnel. Tout est magnifique, même le petit qui joue le rôle du pistonné de service, et qui a... Enfin, je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ont été voir ce film, mais si vous n'avez pas vu ce film, mais je sais pas, mais prenez le scooter, la voiture, le train, s'ils font pas grève, allez au premier cinéma que vous avez trouvé, regardez ce film. Mais le film il est déjà passé X fois à la télé, il va repasser, je te rassure. Et à chaque fois qu'il passe, je le regarde. Hein. Je le dis tout de suite, je le regarde. Mais il est repassé il n'y a pas longtemps. Il est repassé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est juste magnifique. Il y a l'intervention de la petite souris aussi, avec l'autre psychopathe qui est quand même quelqu'un qui paraît presque charmant. La petite souris qu'on va signaler qui n'est pas Jerry
série de Tom et Jerry. Non, pas du tout, du tout. Pour ceux qui nous suivent. Elle s'appelle comment? Je me rappelle même plus d'ailleurs. Il lui donne un nom, non? Monsieur Mr. Jungle. Mr. Jungle. Et voilà, donc ils expliquent avec Sourisville, la petite ville où les souris. Enfin, ce film était d'une délicatesse. Un film, la musique de Thomas Newman est à tomber par terre. Tout est magnifique. Tous les rôles sont bons. Alors moi, c'est ça où je vous dis, j'ai un souci avec ce film que j'ai regardé effectivement 2 ou 3 fois déjà. Alors ils vont se dire pourquoi il a regardé 2-3 fois. L'histoire est belle. Mais le regarder, il me dérange ce film. Je sais pas, j'ai du mal Mais à quel niveau? Je sais pas, je peux pas t'exprimer. Il est très long, c'est vrai qu'il est très long. Il est long. On est à 2h35 à peu près. Il est triste en fin de compte. Oui. Si tu veux, j'aime pas voir. J'ai horreur de regarder un film en fin de compte, mais je l'ai regardé. Quand quelqu'un est en prison et que c'est pas de sa faute, voilà, qu'il est en fin de compte. Ça me dérange. Ça me dérange. Ça me fait un petit peu un truc avec la justice. D'ailleurs, tiens, c'est le prochain thème. C'est un problème avec les erreurs de la justice. Et ça me dérange. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que qu'on abordera dans la prochaine émission. Et c'est le sujet principal. C'était le sujet principal. On met de côté le fantastique que voulait aborder Stephen King dans le livre, La Ligne verte. Tout à fait. C'était les questions de la justice en 1930 aux États-Unis. Avec les personnes. Parce que Stephen King est surtout connu pour faire des romans. Voilà, des romans fantastiques. D'essence fantastique. Voilà. Alors que finalement. Même Stephen King, c'est vraiment fantastique, mais qui penche quand même plus vers le film d'horreur. Oui, complètement. Souvent. Bien sûr. Alors que là, il n'y a rien de tout ça. D'ailleurs, on fera une belle émission un jour spécial Stephen King. Je pense que c'est un thème. Ou même sur le film d'horreur tout court, oui, on peut. Il aura sa part belle aussi là-dedans, c'est clair. Film d'horreur. Ah oui, bien sûr. C'est bien parce qu'on pourra inviter des invités, ça pourra faire meubler. On aura des gens moches. Non, mais t'es sérieux qu'il est bête. Je suis à fond. Je suis à l'antenne, vous avez voulu. Mais t'as vu, on a été sympa. Tu vas être privé de dessert tout à l'heure. Ça va pas le faire, arrête-toi. Pas parce que tu m'as laissé gagner que bon. La lumière. Non, voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus? Non, mais moi, voilà, je vais remettre un peu en perspective Frank Darabont. Clairement, quand il a fait Shawshank Redemption ou Rita Hayworth et la Shawshank Redemption, parce que c'est ça, la fille. Rita Hayworth, grande actrice américaine. Aussi. Non, voilà, il adapte parfaitement Frank Darabont les livres de Stephen King. Et il y en a peut-être un qui est peut-être le moins connu des 3, c'est The Mist qu'il a fait en 2007 avec Thomas Jane, Marcia Gay Hayden. Le huis clos dans le supermarché là, avec dans le supermarché avec le brouillard et les monstres, voilà, une expérience de l'armée, voilà. Mais ce film-là est magistral. Il est magistral aussi. Il fait que des très bons films. Après, il a fait un autre film début des années 2000 qui s'appelle The Majestic avec Jim Carrey et Laurie Holden qui était sa femme à l'époque, qui est un très bon film aussi. La femme de Jim Carrey ou de Frank Darabont? Non, c'était la femme de Frank Darabont, qui rend hommage au Hollywood des années 50 et aux scénaristes à l'époque qui avaient subi le macartisme et la liste noire et tout. Donc c'est un très beau film aussi sur Hollywood. C'est sûr que il a pas adapté Stephen King. C'est moins intéressant que les 3 autres. Mais voilà, c'est un très très bon réalisateur. C'est lui aussi qui est à la base, on l'oublie, de la série culte Walking Dead. Ah oui, c'est lui avec Greg Nicotero qui a lancé en fait, qui a développé le projet de roman graphique de Walking Dead, de la mise à l'écran de Walking Dead, qui est quand même une très très bonne série. Parce qu'il n'a pas une filmographie si développée que ça. Mais non, mais là il s'est arrêté. Depuis 2013. Il a fait Mob City, qui est un hommage justement au film de gangster des années 50, qui est une très très bonne série aussi. Et voilà, il a fait 6 épisodes. Après, ça s'est arrêté. Depuis, il fait plus rien. Il fait des scripts. Il a fait le script de Collateral de Michael Mann dont on avait parlé. Il a fait le script de Minority Report aussi de Steven Spielberg. Un très très bon film. On aurait pu le mettre dans la liste pour les films de science-fiction. Il y en a tellement. Mais il faut pas que les gens qui nous écoutent nous en veulent. On a été obligé de faire une sélection. On a pris 4 films qui nous parlaient bien sûr, dont le dernier qu'on va aborder tout à l'heure. Mais vous êtes quand même assez gonflé d'en avoir choisi 4 sur des milliers. Il fallait le faire. Ah oui, c'est couillu selon une expression nous on y va, quoi. On n'est pas là pour déconner, quoi. C'est vrai que c'était on dit plein de noms de gens que tu connais pas, mais on envoie du steak, quoi. Faut pas croire. Non, mais bon, voilà. Donc dans Darabont, moi j'aimerais le voir plus souvent à la réalisation. J'aimerais qu'il soit encore présent, mais là il est né en 59, il est né en France. 59, il a mon âge. Ce petit détail, il a ton âge. Depuis on le voit plus, quoi. Réfugié hongrois, Sarkozy, si tu nous entends, c'est pareil, tout comme. Mais voilà, on le voit plus là à l'heure actuelle. Donc je sais pas trop. J'aimerais bien le voir plus en tous les cas, parce que les films qu'il fait, il passe des messages et c'est des films magnifiques. Ils sont souvent intéressants, c'est sûr. Shawshank Redemption, il y a 4 films, il y a 2 chefs-d'œuvre et un bon et un excellent. Voilà, on va dire ça comme ça sur 4 films. Eh oui. Et donc on arrive maintenant au dernier que tu nous as sélectionné. On arrive à Premier Contact.
de Denis Villeneuve. Amy Adams. Alors pourquoi j'ai sélectionné Denis Villeneuve? Parce que bon, faut pas oublier, hein, là on est sur Ridley Scott. Hein, donc Ridley Scott, il est né en 1937. Carpenter, il est né comme mon père. Il a eu 75 ans il y a 5 jours. Hein. Il est né en janvier 48. Voilà. Donc c'est des gens qui ont déjà un petit âge. 59. Ah ouais. Voilà, lui il est né dans les années 60. Hein, oui, fin des années 60. Il est plus jeune. Hein. C'est un Canadien. Hein. Ah exactement, c'est un Canadien. D'ailleurs, je me permets de passer, je sais pas s'il écoute là, mais un petit message à un de mes anciens élèves de guitare, Lovro Vucinic, qui a été faire une école au Canada et une école dont est sorti d'ailleurs Denis Villeneuve à l'époque, à Montréal. Alors Denis Villeneuve, pour moi, dans les réalisateurs actuels, c'est un des plus grands parce que déjà il est capable de tout faire. Il sait tout faire. Et tous les films qu'il a fait, à l'exception d'un seul, qui s'appelle Enemy, avec Jake Gyllenhaal, qui est un espèce de thriller sur la duplicité. Enfin bon, voilà. Je n'ai pas trop compris. Voilà. Il n'y a que ce film-là que j'ai pas trop pigé. Mais après, voilà, que ce soit Polytechnique, que ce soit Incendie, que ce soit Prisoners, qui est magnifique. Avec Jake Gyllenhaal. Qui est très très bon aussi. Avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, qui est un hommage clairement à Seven, hein, et qui est dans la même lignée, parce que c'est sur un serial killer. C'est excellentissime. Que ce soit la suite du chef-d'œuvre absolu, là oui, je le dis, Blade Runner de Ridley Scott, pour moi, est son meilleur. Où il a quand même eu il a réussi le tour de force d'arriver à retranscrire un petit peu cette ambiance complètement mirifique avec des couleurs magnifiques. On avait presque l'impression que c'était Ridley Scott qui était derrière la caméra au départ. Hein. Il a vraiment l'atmosphère. Il est à la production et Ridley Scott, il a dit, moi je pouvais pas imaginer un tel hommage avec un film comme ça, donc Blade Runner 2049, que je vous conseille de voir, bien sûr. Qui est pour certains critiques et pour moi-même le Parrain 2, puisqu'on dit que le Parrain 2 est meilleur que le Parrain 1. Moi je préfère le Parrain 1. Là, entre Blade Runner et Blade Runner 2049, j'hésite parce que vraiment les deux sont excellents. C'est des films particuliers. Ils sont vraiment fantastiques. Avec une action très nonchalante. Voilà. Et le mec, il arrive à faire un film d'auteur avec 180 millions de dollars, quoi. Il fait un film d'auteur, Enfin, c'est exceptionnel. Et là, pour moi, voilà, c'est celui où il a eu le plus de reconnaissance critique, Premier Contact, parce que c'est un film de science-fiction, mais c'est surtout un film sur le deuil d'un enfant. C'est un film sur le langage. C'est un film qui nous dit que le langage, c'est la base, que c'est par le langage que les guerres commencent, que c'est par le langage que les guerres s'arrêtent. Donc c'est un message universel, un message de paix. C'est un film qui est merveilleux. Amy Adams, c'est fantastique. Est-ce qu'on ne devrait pas envoyer Amy Adams pour discuter avec Poutine pour le calmer un peu là? C'est possible là. Parce que peut-être avec le langage des signes, peut-être ça passe mieux, non? Ah écoute, je ne sais pas, mais bon, dans tous les cas de figure, voilà. Elle lui dirait kangourou. C'est un film qui est magnifique, c'est un film qui est splendide, tous les acteurs sont bons, la photo est démentielle, le scénario est génialissime. Voilà, allez, courez voir ce film qui est super. Dernièrement, il a adapté une nouvelle fois, une grande réussite, il a adapté Dune de Frank Herbert, qu'on jugeait inadaptable. Lui, il a pas fait le choix de David Lynch qui est méritant quand même, hein, sur le Dune qu'il a sorti en 86. Il a fait ce qu'il pouvait. Parce qu'encore c'était déjà bien précurseur à l'époque. C'est compliqué, hein, d'adapter Dune. Il a fait ce qu'il pouvait. Dune est jugé inadaptable. Bon lui il a dit c'est inadaptable, pas de souci, moi je le fais en 2 films. Partie 1, partie 2. Tu l'as vu? Le Dune de Villeneuve, oui, bien sûr. J'ai vu la partie 1 et là j'attends la partie 2 qui sort cette année en novembre. Donc voilà. Mais il a repris vraiment exactement à peu près le même mais c'est le roman. C'est le roman adapté. Voilà. C'est ce qui est inadaptable, lui il l'a fait. Et qui a remplacé Sting alors dans le rôle de Fed Rota? Alors on le voit pas trop dans le premier film, non. C'est celui qui joue, c'est Butler, je crois qu'il s'appelle comme ça, le nom de famille. Gérard Butler. Non, pas du tout. C'est celui qui joue là à l'heure actuelle, Austin Butler, celui qui joue Elvis là, qui a joué Elvis dans le rôle dans le film de Baz Luhrmann, qui est très bon aussi d'ailleurs. Celui-là vous pouvez aller le voir, il est excellent. Donc voilà, Premier Contact pour moi c'est vraiment un très 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 beau film. Il y a beaucoup de poésie aussi dans ce film. Il n'y a pas une action démesurée. Tout est suggéré encore une fois. C'est très. Ça passe par des idéogrammes japonais pour essayer. Parce que elle est cryptogramme en fait. Elle est elle apprend en fait à. Elle essaye d'amener un système de communication pour pouvoir communiquer avec des extraterrestres qui arrivent. Alors les extraterrestres c'est tout bête. Hein, c'est une demi-pierre qui arrive comme ça, qui se dépose. Ça c'est le vaisseau. C'est le vaisseau, qui se trouve quand même à quelques mètres de hauteur. Il est à 40 mètres de hauteur. Elle
monte dedans et elle va discuter avec ces extraterrestres. Et apparemment, donc l'armée est pas trop d'accord. Enfin, même si c'est le gouvernement qui a demandé, mais l'armée est pas d'accord par le biais du général Forrest Whitaker. Les laisse quand même discuter, mais bon, il y a toujours ce côté un peu militaire américain. On hésite, on sait pas trop. Il faudrait leur foncer dans le lard tout de suite pour leur montrer c'est moi le chef. Là d'ailleurs, puisqu'on est dans le film fantastique et qu'on peut être aussi dans la parodie, s'il vous plaît, regardez Mars Attacks de Tim Burton, qui est à mourir de rire. Pour le coup, il est exceptionnel. Celui-là, il faut le regarder avec Jack Nicholson en président des États-Unis. Mars Attacks qui fait un petit peu penser à ce qu'on avait vu dans Independence Day, mais par contre, c'est la version comique. C'est la version comique de Independence Day. C'est génial, quoi. Tu passes un super moment, quoi, quand ils envoient les colons. Avec Tim Burton, il fallait pas s'attendre à autre chose. Quand ils tuent les colons, c'est complètement délirant. Bon, autre chose. Donc oui, voilà, moi clairement, Denis Villeneuve, pour moi, c'est un très 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 grand réalisateur. Il sait tout faire. Regardez des films de Denis Villeneuve. Incendie, qui est sur un sujet complètement différent. C'est ces deux jumeaux qui se retrouvent à la mort de leur mère, à devoir apprendre quelle est l'histoire de leur naissance. Enfin voilà, je vous raconte rien parce que je peux pas, sinon je spoil. Mais voilà, allez voir ces films, s'il vous plaît. C'est un des plus grands réalisateurs actuels. Il faut pas hésiter une minute. Oui. Mais enfin moi, il me fait vraiment penser un peu à Ridley Scott quand même, dans le côté esthétique, parce que franchement, il y a des plans qui sont quand même complètement dingues. Il y a du Ridley Scott, il y a du Spielberg, il y a beaucoup de choses chez Villeneuve. Et on voit ses influences, en tout cas. On voit ses influences, clairement. Parce qu'il faut pas se leurrer quand même. C'est peut-être là aussi que quand on revient sur des gars comme Spielberg, comme Ridley Scott, on avait parlé de Kubrick il y a 2 semaines, même si ces gens-là ont eu aussi des maîtres, il faut bien se le dire, mais ils ont apporté tellement de choses pour le cinéma que tous les jeunes qui arrivent derrière maintenant, parce qu'on peut considérer presque Denis Villeneuve comme un jeune, forcément il y a toutes ces influences. C'est pareil pour la musique, je veux dire. Tout à fait. Quand on écrit une musique, on peut toujours trouver des références sur tout et n'importe quoi. Ce que j'aime bien avec ces réalisateurs-là, on pourrait citer Spielberg, De Palma et plein d'autres, c'est qu'ils ont clairement les références. Quand moi je vais vous dire Alien, c'est inspiré des films de Jacques Tourneur, parce que Ridley Scott, il a voulu comme ça, il l'a pensé comme ça. Quand clairement Denis Villeneuve, il fait référence à des auteurs de science-fiction, à des réalisateurs plus anciens, on retrouve ça. Darabont, c'est la même chose. Il fait référence aussi. Carpenter, c'est pareil. Carpenter, dans ses films, il fait référence à Howard Hawks, il fait référence à Alfred Hitchcock. Voilà, c'est des mecs qui connaissent l'histoire du cinéma, qui connaissent leurs références. Le cinéma, faut pas oublier qu'il a été inventé en 1895 par les Frères Lumière. C'est récent comme art, c'est le 7e art. Mais voilà, tous ces réalisateurs-là savent, d'où ils viennent, comment faire du cinéma, et surtout, ils n'ont pas inventé un truc. Ils s'inspirent de ce qui a été fait avant, ils le tournent à leur sauce et ils arrivent à créer autre chose. Sans faire de mauvais jeu de mots, on peut dire que tous ces réalisateurs-là, ils ont vraiment retrouvé la lumière au travers de leur art, et ça rendra en même temps un hommage aux frères Lumière de l'époque. Ah mais exactement, et surtout s'il vous plaît, allez voir des films. Ah ben oui, il faut y aller. Nous, notre émission, il faut qu'on le redise encore, Jean-Luc, c'est que cette émission, elle est faite aussi parce que je pense que peut-être des fois, il y a derrière quelques téléspectateurs, enfin quelques auditeurs plutôt, qui sont un petit peu largués par rapport au nom qu'on évoque et peut-être un coup fin, mais c'est notre rôle à nous, si vous voulez, de les mettre sur la voie pour leur dire, écoutez, si un jour vous avez un film à aller voir, essayez d'aller voir celui-là, parce que vous vous rappelez de ce qu'on a dit dessus, et peut-être que vous direz, ah oui, effectivement, parce que tout est là, vous pouvez pas tout connaître, c'est normal, et c'est un petit peu notre boulot à nous, puisqu'on est un petit peu plus dans la partie, on va dire, comme au niveau musical, comme au niveau sportif, quand on fait l'émission le lundi, d'essayer de donner aux gens, parce que finalement, la seule chose qu'il faut retirer de tout ça, c'est que la culture, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on a au monde, et si on nous enlève ça aujourd'hui, dans la période tourmentée qu'on traverse tous autant qu'on est sur la planète, si on nous enlève la culture, je sais pas ce qu'on va devenir. Donc le cinéma forcément est un art majeur, comme beaucoup, mais vraiment je pense que c'est vraiment un art majeur. Par le biais des plateformes, par le biais des DVD, par le biais des Blu-ray, vous pouvez. Aujourd'hui c'est plus facile en plus. C'est plus facile. Beaucoup plus facile quand on a Netflix, on peut retrouver tout un tas de films qu'on avait perdu de vue. Vous allez sur Netflix, vous tapez La Ligne Verte, à mon avis doit vous sortir, ou Premier Contact. Blade Runner 2049, c'est tout à fait faisable, et ça permet effectivement de se remettre dans le coup. Tu parlais tout à l'heure tu citais le film de Villeneuve, moi il y a Prisonniers, ce qui m'a vraiment
vraiment vachement coincé. Celui-là, il était magnifique, mais il y en a tellement. On aurait pu parler aussi des films de. Son nom m'échappe, mais ça va me revenir là. Celui qui a fait le 6e sens là. Night Shyamalan. Voilà, parce que lui aussi, il est complètement dans le fantastique, mais il y a toujours quelque chose de plus que le fantastique dans les films. Il a fait un film magnifique aussi sur une fillette qui se faisait assassiner, et le rôle du psychopathe était tenu par celui qui jouait pas dans Pretty Woman. Oh là là, les noms échappent. Je me rappelle même plus le nom du. Tucci, Stanley Tucci. Tu vois qui c'est? Oui, je vois qui il jouait dans Le Diable s'habille en Prada. Ça me revient. Excusez-moi, hein, parce que il faut que je reconnecte un petit peu tout. Il avait fait un film extraordinaire dont le titre m'échappe encore, mais tous ces metteurs en scène sont vraiment magnifiques. Ouais. Le cinéma est vraiment, vraiment un art majeur. Il ne faut pas se contenter à voir que ce qu'on nous met à la télé. Allez, renseignez-vous par le biais de nos émissions. J'espère que ça pourra vous ouvrir les yeux, les oreilles et puis tout le reste aussi. Mais vous avez super bien géré le timing, les amis. Là, on va peut-être annoncer quand même. On va se permettre d'annoncer le prochain Cinéfocus, parce que là on a le temps. Il va être spécial. Donc il va être très spécial celui-là. Alors celui-là, normalement, on va se retrouver donc Thierry. Il y aura Arnaud qui sera de retour et moi-même, et on aura peut-être Manu aussi. On ne sait pas. Alors, on ne sait pas. Peut-être on va voir. On espère, mais voilà. Mais on aura un invité spécial. Ça c'est sûr. Alors ça c'est certain. Voilà, il me l'a confirmé. Donc alors tu peux nous dire qui c'est? Alors bien sûr, je peux spoiler. Alors je peux vous dire son nom, je peux vous dire qui c'est. Voilà, donc il s'appelle Julien Ficara. C'est un ami c'est un ami, c'est le meilleur ami d'Arnaud, et moi je le connais depuis plus de 20 ans. C'est un ami aussi. C'est vraiment quelqu'un de très bien, et c'est surtout un juge. Un juge d'instruction. Voilà, c'est un juge. Voilà, et il va travailler au palais de justice à Nice. C'est vice-président du palais de justice de Nice. Voilà, il travaille au palais de justice à Nice. Donc pourquoi il sera là? Alors pourquoi il sera là? Parce qu'on a décidé de faire une spéciale ciné-focus sur les films de procès, ou comme il dit lui, les films de justice. D'accord. Et donc on va sélectionner, voilà 6 films, donc 2 pour Arnaud, 2 pour Thierry, 2 pour moi, et on va ensuite en parler avec son avis de professionnel. Ça c'est intéressant ça. Sachant qu'il y a beaucoup de films quand même où les réalisateurs vont quand même aller chercher, peut-être pas les réalisateurs, mais en tout cas ceux qui écrivent le scénario, ils vont quand même chercher des idées qui se rapprochent de la réalité quand même. Ah ben ils se référencent quand même. Ils peuvent pas dire n'importe quoi non plus. C'est clair. Voilà. Et là, j'adore les films avec les avocats. Là, je suis en train de faire une sélection de films. Là, je suis en train de voir un peu et de répartir à tout le monde. Donc voilà. Donc ça va être dans pas longtemps. On se revoit le premier. Moi j'ai une vague idée sur le 2 que je vais sélectionner, mais je vais réfléchir. Ouais, voilà. On se l'était dit. Donc voilà. Moi j'ai une vague idée aussi, mais voilà. Mais c'est vrai que souvent ce sont des bons films. Après il y a des gens qui aiment peut-être un petit peu moins ce style-là. Il y avait une série, tu te rappelles la série L'Homme de Fer avec Raymond Burr, qui ne parlait que ça. Il y avait que des procès. C'était un avocat qui s'était pris de balle, il était paralysé. Cette série, elle a été mise en place dans les années 60 aux États-Unis, parce que c'est l'âge d'or de la télévision aux années 60 aux États-Unis, et surtout parce qu'il y avait énormément de films de procès qui avaient été faits avant, dans les années 40 et 50. Hitchcock a fait Le Procès avec Alida Valli, c'est un très 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 bon film. Il y a Witness for Prosecution aussi de Billy Wilder avec Marlène Dietrich qui est excellent. On pourrait citer aussi 12 hommes en colère, celui-là on va en parler, il n'y a pas de souci, de Sidney Lumet qui est son premier film et qui est un chef-d'œuvre absolu. Le premier film là, coup de maître d'entrée. Voilà, coup de maître d'entrée, on est d'accord. Donc voilà, et c'est pour ça que cette série a été faite, parce que les gens se sont rendus compte que finalement ce sous-genre du thriller, le film de procès, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aux États-Unis. Alors qui fonctionne des fois un peu moins bien en France, mais il y a plus des fois le côté comique qu'on peut retrouver qu'un Dupontel avec 9 mois ferme qui parle de la justice, mais qui parle d'autre chose aussi, mais mais il n'y a pas vraiment de procès là, c'est en filigrane derrière. Les amis, vous n'allez pas nous faire l'émission du 1er mars parce que vous êtes partis pour. On fait envie, voilà. On peut dire qu'on les a mis en haleine, les auditeurs. Là, ils vont dire allez, il faut qu'on la revoie cette émission qui aura lieu dans un mois. On peut dire bien sûr. Cette émission, vous la retrouvez bien sûr sur notre chaîne YouTube, comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas Facebook, avant la fin de la semaine, normalement. Et puis nous, on vous invite donc à continuer à nous suivre sur nos émissions. Retrouvez Thierry le lundi soir dans son émission Classic Show. Oui, avec tous mes copains, avec Nathalie, Pascal et toi, Mika. On retrouvera donc le 1er mars, si je ne me trompe pas. Ça tombe le même jour en plus. Ciné Focus, dans un mois, jour pour jour. On rappelle que l'avant-dernière émission, donc on avait dû la déplacer les dates. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi proche l'une de l'autre. C'est le retour de la musique dans quelques instants. Ce soir, c'est Pop Rock Collection, bien sûr, 20h, 21h. 21h, 22h, c'est fan de funk. Et puis bien sûr, à partir de 22h, c'est les années 80. Maintenant, on a un petit peu changé. Donc, vos petits flashbacks dans les années 80. On vous invite à, bien sûr, rester avec nous sur notre antenne. Bye bye à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Et voilà, au revoir. Puis maintenant, on va débriefer, comme d'habitude. C'est ça, exactement. C'est la troisième mi-temps. Bye bye à tous. Merci à tous. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.